Cette semaine, on a trouvé l'influenceur de 2050. Il fait vraiment flipper. Une projection cauchemar qui montre jusqu'où les réseaux pourraient user nos corps et nos esprits, pendant que chez Microsoft, on lance la Secure Future Initiative en admettant ses faiblesses face aux cyberattaques, et Nintendo pourrait ajouter un second écran à la Switch 2 façon 3DS, une fuite qui intrigue. Hello, c'est Quentin et bienvenue dans la bulle de la semaine, votre condensé des actualités tech et design. C'est la rentrée pour nous. Comment ça va mes petits osios ? Ça commence fort, la rentrée bien malade. Bah, Je vais vous mettre une image, c'est fou. Le condensé est dingue. S'il parle et qu'il fait... C'est normal. Ouais, vous le voyez pas, je suis sous enregistrement, sous masque. C'est pas le Covid, donc il y a déjà ça de gagner. En vrai, je me sens mieux en fin de semaine que je l'ai été au début. Mais content d'être là pour cet épisode qu'on a galéré à mettre en place. Ah ouais, l'organisation, les gars, de la rentrée, c'était fou. C'est fou. Mec, chacun Excel, tableau croisé dynamique des plannings, c'était fort. Mais on va reprendre un rythme tranquillement. J'espère en tout cas que vous avez kiffé ces petits épides de l'été. Ouais, et d'ailleurs, je te fais un petit retour juste par rapport à ça. Il y a des gens qui m'ont dit... ils savaient plus trop quand les épisodes ils sortaient cet été et je leur ai dit vous inquiétez pas, c'était un peu roots cet été, mais t'inquiète, on va reprendre les choses calmement. Pourtant le planning il était carré. Ah ouais, il était carré. Lundi, mercredi, vendredi. J'ai un auditeur, c'était lui qui était peut-être plus carré. Mais t'inquiète, ça va revenir au carré dans tous les sens. Mais voilà, c'est ça exactement. On va revenir tranquillement avec comme d'hab le même planning, à savoir lundi, jeudi, avec un rythme de 2 épisodes de par semaine. Et puis voilà. En tout cas, on est ravis de vous retrouver pour cette petite rentrée. Les choses se sont pas arrêtés cet été, ils ont continué comme il fallait. Il y a beaucoup d'actualités, on vous en parlera dans l'épisode plus complet jeudi, finalement l'essentiel de la rentrée, ce qu'il faut savoir. Nous de notre côté on a essayé de vous concocter des petites news, et voilà à quoi ça ressemble. Microsoft, vous le connaissez tous, c'est un acteur majeur qui, depuis pas si récemment que ça, en fin de compte, entame une grosse transformation dans le domaine de la cybersécurité. On le connaît surtout pour Windows, pour les systèmes d'exploitation, vous le connaissez peut-être pour Azure, pour ceux qui sont dans le milieu professionnel, puisqu'ils ont leur propre cloud. Et ils ont publié un rapport qui s'appelle le Secure Future Initiative, la SFI, en 2025. C'est pas une news qui est toute récente, c'est une news qui date d'avril, mais qui est quand même très intéressante parce que ça m'était un peu passé sous le radar, et quand on me l'a porté à ma connaissance, je remercie au passage Hamza qui me l'a mis sous les yeux, c'est juste, je pense, le plus grand projet d'ingénierie cybersécurité de l'histoire. Ni plus, ni moins. Ouais. On parle de 11 mois de travail à plein temps pour 34 000 ingénieurs de chez Microsoft. C'est un investissement qui est colossal pour durcir la sécurité de Microsoft et de ses clients. Pourquoi est-ce que c'est très intéressant ? C'est que ce rapport, c'est pas un rapport qu'on a l'habitude de voir, et surtout de la part de Microsoft, dans le sens où ils avouent également des faiblesses qu'ils ont, mais des faiblesses qu'ils peuvent avoir sur des choses qu'aujourd'hui on trouverait presque normal de trouver, et surtout dans des structures d'entreprise. Par exemple, ils ont dit que sur les 28 objectifs qu'ils ont fixés dans l'initiative, il n'y en avait que 5 qui approchaient de la finalisation. On trouve que c'est assez fou, et parmi les 5, tu as par exemple le déploiement des méthodes de protection de MFA, donc Multi-Factor Authentication multifacteur, résistante au phishing, qui n'est pas encore déployé partout. Ce qui est assez fou, puisque... Chez Microsoft, pour les employés internes chez Microsoft. Pour les employés en plus en interne, c'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'ils rencontrent des contraintes qui font que même pour eux, qui disent qu'il faut absolument le mettre en place et tout, ils avouent eux-mêmes que c'est compliqué. D'autres problèmes, comme la segmentation réseau, le fait de bien isoler certains types de machines d'un autre type pour éviter qu'il y ait des rebonds et qu'il y ait des potentielles vulnérabilités qui permettent de rebondir d'un système à l'autre, ce genre de choses. En gros, faire ce qu'on appelle des VLAN séparés, c'est-à-dire chaque réseau pour type un service. Genre, je vais te dire une connerie, je sais pas, des patchs de sécurité, ils sont sur un réseau. Tout ce qui est nouvelle fonctionnalité sera sur un autre réseau séparé pour que si tu tapes une des fonctionnalités, si tu fais une mise à jour par exemple, que ça en pâtisse pas sur l'autre, ou si quelqu'un arrive à pénétrer dans le réseau de Microsoft, par exemple par le biais du système de patch, et ben, ils ne puissent pas rebondir sur celui des fonctionnalités. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Par type de machine, tu ne veux pas mettre les imprimantes dans ton réseau avec tes machines, avec tes workstations, parce que les imprimantes, en général, c'est des firmware, enfin des logiciels qui sont pourris dessus. Je ne sais pas si on est totalement clair, mais pour vraiment imaginer au plus simple, c'est imagine Microsoft qui met dans chaque bâtiment des trucs. Comme ça, si tu pénètres dans un bâtiment pour foutre la merde,
l'autre bâtiment, il est safe. Ouais. C'est ça, c'est vraiment plusieurs niveaux. C'est quelque chose, on appelle ça de la segmentation, voire de la micro-segmentation. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en entreprise, qui n'est pas toujours très respecté parce que c'est compliqué à maintenir, etc. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, c'est un fondamental et c'est pas quelque chose qui est récent. C'est quelque chose qui existe depuis le début des réseaux domestiques, entre guillemets, depuis le début du LAN, quoi. Et surtout qu'il y a toujours une tentation de faire communiquer, parce que tu as besoin, pour des besoins vitaux, de faire un peu communiquer tes bâtiments. Ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir, je sais pas, un souterrain secret quand même qui pourrait faire qu'ils arrivent à taper. Donc, tu essaies de cloisonner au mieux, mais c'est jamais parfait, quoi. C'est ça. Et donc, sur les 26 objectifs qui sont fixés, il y en a 11 qui sont marqués comme étant en progrès significatif, quoi que ça veut dire. Et le reste, donc, de ces projets-là, ils nécessiteraient encore plusieurs années d'investissement. Donc, c'est dire à quel point même un monolithe comme Microsoft arrive à trouver des limites dans le déploiement des bonnes pratiques que lui-même recommande à ses utilisateurs. Ça, c'est quand même dingue, quand même. Il y a tout un tas de trucs qui sont fous dans ce rapport, notamment le fait qu'ils admettent eux-mêmes que certaines tâches peuvent régresser s'il y a des nouvelles menaces qui surgissent. C'est-à-dire que forcément, eux, pendant qu'ils travaillent sur ce projet, tu as des menaces qui émergent, tu as tout un tas de vulnérabilités qui peuvent sortir et qui peuvent faire en sorte qu'ils reviennent en arrière sur certains. Même déjà qu'ils n'avancent pas, c'est-à-dire qu'ils prennent du retard sur certaines tâches, mais surtout qu'ils reviennent en arrière, puisque ça arrive régulièrement. On parlait de la microsegmentation, mais si tu as des problèmes, que tu crées un impact, parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a un système que tu n'avais pas identifié qui ne peut plus communiquer avec un autre à cause de ta segmentation, tu es obligé de revenir en arrière, parce que la priorité, c'est à ce qu'on appelle la production. C'est ce qui permet à la boîte de faire de l'argent, en fin de compte. Après, c'est bien ce travail de transparence, mais c'est aussi dangereux parce que si t'en dis trop, tu peux aussi offrir des brèches à des gens qui peut-être te sont malveillants et veulent t'attaquer. Il faut faire un juste milieu. Après, c'est peut-être pour rassurer les actionnaires aussi qu'ils ont mis en place tout ça. C'est possible, mais je trouve que c'est quand même bien, je rejoins Mathieu sur le propos de la transparence, parce qu'ils admettent que, certes, ils ont un devoir eux-mêmes de véhiculer un message en disant que c'est compliqué, mais qu'il faut y travailler. Ils ont d'ailleurs dit dans le rapport que la perfection n'est pas atteignable seulement à un niveau de résilience plus élevé, ce qui est vrai, puisque tu peux être parfait un jour, le lendemain, tu as une nouvelle vulnérabilité qui sort, du coup, forcément, tu as davantage de travail et tu as diminué un peu ton niveau de sécurité. Et ils ont quand même dit qu'ils limitaient la communication. Effectivement, ils ne vont pas publier l'entièreté du détail des chantiers sur lesquels ils communiquent. T'imagines bien que ce serait se tirer une balle dans le pied pour les gens qui... Il faut trouver le bon équilibre. C'est ça. Entre faire le travail de transparence pour dire, vas-y, on essaie de montrer qu'on est carré, et en même temps, pas trop en dire. Je vais te donner un exemple. Tu sais, nous, on a fait pas mal des fois on a fait un épisode sur les outils qu'on utilisait pour faire le ménage, le grand grisette, etc. et tout. Des fois, ne serait-ce que dire que, par exemple, moi, j'utilise, par exemple, un coffre-fort de mot de passe, et de dire juste le nom du coffre-fort que j'utilise, c'est déjà aussi un problème de sécurité, parce que si quelqu'un t'en veut personnellement et arrive à trouver, je sais pas, une faille de sécurité sur l'outil que tu utilises pour ton coffre de mot de passe, si c'est toi qui target, ils savent peut-être déjà par quelle porte d'entrée c'est de forcer le truc pour t'atteindre, quoi. Pour vous donner quelques statistiques sur ce programme-là, vous avez 100% des salariés qui ont désormais un Security Core Priority, donc la priorité pour la sécurité à cœur, qui est intégrée dans leur entretien de performance. C'est-à-dire que potentiellement, leur variable, donc le montant variable de leur contrat de rémunération, il peut être indexé sur leur performance vis-à-vis de la sécurité. Donc, c'est-à-dire que s'ils font des mauvaises choses, si, je sais pas, ils cliquent sur des liens de phishing qui sont envoyés par les programmes de sensibilisation en interne, ils peuvent dingue. C'est assez fou. On arrive sur le score de la Chine dont on parlait. Alors, pas exactement, parce que là, c'est de la sensibilisation en interne et surtout, c'est un objectif qui est validé avec les ressources humaines. C'est quelque chose qui a beaucoup de plus en plus en France. Hein. Moi, je le vois, bien sûr. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple très trivial, très con. C'est pas on va te donner ton salaire, c'est une prime, tu vois. C'est comme en ce moment, j'entends beaucoup parler des fois de primes de présentiel, d'être dans le présentiel, d'être là, d'être le moins absent possible. J'ai vu passer un truc comme ça. Genre, en France, il y a certaines boîtes qui disent si tu as, je sais pas, moins de 3 arrêts maladie, tu auras une prime parce que tu es assidu, tu es là quand il faut, quoi. Mais le fait d'être hyper exigeant sur. Après, ta navigation, c'est normal, hein, tu fais pas n'importe quoi quand tu es au taf, hein, tu vas pas sur n'importe quel site et tout. Ouais, alors, la tentation, elle est grande. Ouais, mais c'est ça, le fait que tu aies une prime, ou en tout cas que tu sois contraint d'avoir des petits malus, si on peut le dire comme ça. Si jamais tu t'es contraint à mettre à défaut la sécurité de l'entreprise, c'est chaud quand même. C'est assez fou, mais en vrai, c'est un devoir maintenant. Quand tu regardes toute l'entièreté des services numériques qui sont utilisés en société et l'impact que ça peut avoir de cliquer sur un mail de phishing, même si c'est pas la seule barrière, la sensibilisation, c'est quand même capital. Ils annoncent quand même que, alors, il y a eu cette initiative-là, donc l'indexation de leur variable sur ce Security Core Priority. Il y a 99% des gens qui ont suivi la formation Security Foundation et Trust Code, donc qui sont 2 formations Microsoft sur la sécurité, etc.,
Et ce qu'ils ont annoncé, c'est les employés formés sont en général 50% moins susceptibles de se faire piéger par du phishing. Ce qui est quand même une avancée significative. Je ne sais pas comment ils l'ont mesuré, mais c'est quand même vachement intéressant. Il y a eu tout un tas d'autres améliorations qui ont été faites, notamment sur leurs propres infrastructures, sur l'identité, sur les environnements, notamment 6,3 millions de tenants obsolètes qui ont été supprimés pour réduire les surfaces d'attaque. Tu sais, quand tu crées un compte d'entreprise, on appelle ça un tenant qui veut dire locataire en français, et c'est là où tu vas créer pour ta société toutes tes ressources, donc toutes tes machines virtuelles, tous tes drives, toute ta configuration Azure en fait. C'est un peu ce qu'on disait, faire le ménage, en gros, juste de faire le ménage des choses qui sont obsolètes et qui peuvent être a fortiori des points d'entrée, des points de faiblesse. Et du coup, voilà, de bien supprimer. Je te donne aussi un autre exemple très concret. Quand un salarié quitte l'entreprise, on laisse souvent un delta, son compte il est inactif mais il est toujours présent, et à un moment tu attends 30 jours, 60 jours en fonction de la politique d'entreprise, et après il faut absolument penser à supprimer ces comptes là. Et des fois dans les entreprises, même dans les très très grosses, pour l'avoir vu de mes yeux vus, des fois on oublie et on se retrouve avec des comptes qui ont plus de 180 jours ou autre, tu vois. Donc, La morale, ce serait pas de faire une sorte de petit guide pour les gens qui débarquent en entreprise, passer le test par exemple pour être sûr, pour les alerter sur les dangers. Alors t'en as beaucoup, bien sûr. T'en as où maintenant c'est normalement dans la plupart des sociétés qui ont un minima une petite certification sur les bonnes pratiques, on va dire, en sécurité. Tu as des formations qui sont imposées. Soit ils louent des plateformes qui font ça, soit ils ont leur propre programme en interne. Et en fait, tu as notamment deux aspects. Tu as l'aspect je te forme, donc aux menaces, et je te teste. C'est-à-dire, je te teste sur les types de phishing, et dans la foulée, tu vas recevoir un mail de phishing. Alors, tu vas pas le recevoir le lendemain, évidemment, parce que là, tu as été formé. Donc, forcément que tu vas davantage t'y attendre. Mais les programmes de sensibilisation cyber, c'est extrêmement répandu. C'est comme l'alerte incendie, ça commence à rentrer dans les mœurs des entreprises. Alors, je dis c'est extrêmement répandu pour les boîtes qui ont un certain nombre de salariés. Pour les ETI, etc., les établissements de taille intermédiaire, c'est moins le cas. Quoi qu'il en soit, les résultats concrets chez Microsoft, ils affirment avoir déjoué 4 milliards de dollars de tentatives de fraude grâce à des nouveaux modèles comportementaux. Donc, je parlais un peu de tout ce qui est identité, etc. Ils ont identifié, via un programme qui s'appelle le Zero Day Quest, 180 failles inédites dans le cloud et l'IA, ce qui est quand même fort de démonstration de la part de Microsoft, qui est quand même un acteur majeur dans tout ce qui est... alors, l'IA, oui et non, puisque bon, on sait bien que c'est du ChatGPT qu'ils utilisent, mais qui quand même l'intègrent davantage à leurs produits, et pas que ce que le public peut voir, mais dans la partie sécurité, etc. Et avec un taux de correction de 73% dans la correction rapide des vulnérabilités cloud. Donc encore une fois, vu que c'est un acteur qui se dirige vachement vers le cloud qui est de par nature exposé sur énormément de surface sur Internet, vu que c'est du cloud, encore une fois, et que les clients y migrent massivement, c'est une bonne chose qui mettent davantage d'efforts là-dessus. Donc voilà, ce que ça veut dire, c'est une mobilisation industrielle sans précédent avec des résultats qui sont mesurables, ce que je vous ai exprimé tout à l'heure, et la reconnaissance que le risque zéro n'existe pas et que les menaces, elles évolueront toujours plus vite que les défenses. Donc c'est à la fois un aveu de faiblesse, mais également peut-être l'affirmation du paradigme qui est que c'est un travail de longue haleine, la sécurité, et c'est ce qu'on essaie de véhiculer, moi et vous avec votre soutien dans ce podcast, quand on en avait parlé la dernière fois sur le sujet de, effectivement, avoir une bonne hygiène, activer le MFA, faire attention à ses mots de passe, ce genre de choses, qui sont des petites pratiques, mais il faut se dire qu'il y a des grands derrière qui travaillent pour faire en sorte que, même à leur niveau, il y a quand même un certain niveau de confiance vis-à-vis de la sécurité des services pour laquelle on emploie cette société, quoi. C'est aussi important des fois de se dire les choses pour être conscient des problèmes à régler. Tu vois, si tu mets toujours tout sous le tapis, et c'est souvent le cas dans des grandes boîtes où on évite de trop mettre ces choses-là en lumière parce que ça peut poser des problèmes niveau management, tu peux te faire engueuler, choses comme ça. C'est bien de se dire les choses pour savoir finalement se dire il y a cette réalité qui est là en face, qu'est-ce qu'on fait pour y remédier? Et être strict vis-à-vis de ça, parce que finalement, c'est toi qui peux en pâtir et la société. Il y a des boîtes qui ont fermé pour un mail de phishing, parce que la sécurité, c'est pas forcément la priorité des gens, et des fois, c'est même pas un enjeu de conscience chez eux. Comment t'expliques qu'il y a une boîte du BTP qu'il faut pas faire n'importe quoi, cliquer n'importe où et pas se servir de son téléphone ou de son ordinateur professionnel dans le milieu personnel? La plupart, ils en ont pas conscience, et puis c'est un accident est très vite arrivé, mais avec des conséquences souvent désastreuses. Et si les influenceurs d'aujourd'hui nous montraient déjà le visage de demain? C'est le pari un peu flippant de casino.org, un site de paris de jeux en ligne, je sais pas si c'est des paris, mais en tout cas de jeux en ligne, qui a imaginé Ava,
un mannequin virtuel projeté en 2050. Vous allez voir sur le compte Instagram, ça fait vraiment très très peur à voir. C'est pas la première fois qu'ils font ça, enfin en tout cas qu'il y a une campagne qui a été faite autour, un coup marketing comme ça. Il y a eu Emma, un employé de bureau, ou Graham avec un corps humain censé survivre à un accident de voiture. Des trucs un peu gore qui nous projettent dans des situations. Ava, c'est du coup le mannequin et ça pourrait nous montrer à quoi pourraient ressembler les influenceurs dans 25 ans si les habitudes actuelles ne changent pas. Quand je parle d'habitude, je parle par exemple de la fatigue chronique, du syndrome de Tech-Neck, je parle aussi des alopécies de traction, du vieillissement accéléré par la lumière bleue, une sorte de symptômes bien réels et tout ça est synthétisé dans une forme dystopique, dans un mannequin dystopique. Donc on voit un peu une meuf avec des cernes énormes, avec un dos ultra voûté, la peau brûlée par la LED. Bon déjà... à voir pourquoi. Les cheveux abîmés de dingue. Enfin bref, une vision ultra caricaturale. C'est comme si t'allais sur, tu sais, la butte de Montmartre et on te faisait un petit schéma de toi, une caricature. Bah voilà à quoi ça pourrait ressembler. Alors pas toi Mathieu, t'inquiète pas. C'était pas visé. Je suis au placard. Mais voilà, le message est simple. D'après la boîte, c'est forcer de chasser les algorithmes, les partenariats, la perfection visuelle. Globalement, un coup marketing qui a bien marché puisque Ava, leur mannequin, a tourné sur énormément de plateformes différentes pour montrer un petit peu le côté absurde et aussi inquiétant à travers un objectif bien rodé, à savoir faire parler de leur entreprise qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait. On est en train de voir la tête là, c'est waouh. Ouais. C'est beau, c'est marrant de mettre le mot mannequin avec l'image. Ouais, c'est influenceurs là ce qu'ils disent, mais waouh. C'est ça, les influenceurs dans 25 ans. Oh, ça régale. Hein. Oula. Bah après, au-delà de la blague, Ava pose une pseudo-question. Jusqu'où on peut aller pour plaire aux algorithmes, créer, comment on peut dire ça, créer le buzz à travers du contenu anxiogène. On sait aujourd'hui que sur les plateformes, sur les réseaux, ce genre de contenu ultra trash, blessant. De toute façon, tout ce qui est polémique, tout ce qui est dans la négativité fait le buzz. Hein, et malheureusement, semble plaire aux algos. Exactement. Et puis même, tu vas sur Twitter, tu vois le X de Rewan, c'est terrifiant. Ah non, Twitter encore, ça va, c'est Instagram. En ce moment, X, c'est terrifiant. Hein. Quand tu te balades dessus, même quand tu essaies de faire attention. C'est ce que j'allais dire, Twitter, c'est tout le temps, enfin X, c'est tout le temps là. C'est la porte des enfers. Mais tu dois filtrer de dingue. Enfin, moi, ça va, il était à peu près clean, mais de temps en temps, il y a quand même des trous dans la raquette, il y a la porte des enfers qui s'ouvre. T'as une démo jouable de l'enfer. C'est vraiment ça. Chaud. C'est exactement ça. Donc... après, ça fait vachement réfléchir sur... En fait, c'est rigolo parce que quand tu regardes la personne, tu vois certains traits où tu te dis « Ah, mais en vrai de vrai, je vois ce que je veux dire. » Tu vois, genre les lèvres, tu sais, botoxées, bien gonflées. Je sais plus c'est quoi le terme, là, le lip filler, je crois, le truc que tu t'injectes. C'était comme ça. Ouais. Les faux seins, mais à côté, t'as la personne qui est voûtée en avant à force de rester assise devant un écran. Ultra voûtée, les doigts hyper longs. Quand tu marches dehors, tu regardes l'hôtel, tu baisses la tête. On en avait déjà parlé, mais tu avais des transformations qui avaient déjà commencé, comme le fait d'avoir le petit doigt légèrement arqué parce que tu reposes ton téléphone dessus. Tu sais que je l'ai sorti en soirée, ça. Écoutez-moi, c'est le genre de truc à sortir en soirée, les gens, ils hallucinent. Ah ouais. Les gens, ils hallucinent. C'est le banger. Pinky finger. Tu sais, les trucs que personne n'a vu passer, et tu leur dis, tu sais que c'est comme ça. Et les mecs, ah ouais. Et les gens, ils s'auto-flippent, quoi. Mais je suis sûr et certain que, enfin, on l'a vu avec l'évolution de l'être humain, notre corps va évoluer, les morphologies vont évoluer en fonction des outils qu'on utilise. Mais c'est sûr. Cyberpunk va arriver avant. Mais même pas, parce que là, c'est artificiel. Mais en vrai, on se rend pas compte. Mais les évolutions qu'on a aujourd'hui, ça a mis des millions d'années avant d'arriver à ce qu'on est, tu vois. Donc, si t'en as qui sont aussi marqués aujourd'hui, c'est vraiment hyper flippant parce que c'est des trucs sur lesquels notre génération, là, les générations de nos parents, c'était pas du tout ça. Parce que juste le simple fait de tenir le smartphone comme il le tenait à l'époque, c'était pas pareil parce que c'était pas un smartphone. C'était juste un téléphone. Il le tenait avec le poing. Déjà, tu peux le tenir à une main. Et tu te rappelles les claviers de T9, t'as appuyé plusieurs fois sur 1 pour faire... sur le 2 pour faire genre un C, etc. Et les tendinites du pouce aussi, avec les consoles, les manettes et tout. Et puis le téléphone, on le tenait jamais tout le temps dans les mains. On le rangeait dans le truc ceinture là ou dans la banane. Ah non, toi, dans la banane. Toi, t'es trop loin pour moi. La ceinture en cuir là, de bac. Exactement. Incroyable. En plastique dessus où tu refermes là, avec le petit étui. Enfin bref, voilà.
j'ai trouvé ça assez dingue, mais effectivement, c'est un peu déconcertant parce qu'on se rend compte que forcément, notre manière de vivre évolue et on le voit aussi sur les enfants. On donne beaucoup de recommandations, pas d'écran avant 3-4 ans, etc. Donc, c'est sûr que notre corps, notre physionomie va évoluer avec les outils qu'on a autour de nous. Et Ava est la projection de cette, aussi absurde qu'elle puisse paraître, de cette idée en tout cas de cette entreprise. Donc à voir ce que ça donne, mais je vous invite à aller voir sur Instagram, de voir la tête que ça a. Ça fait pas fameux. Donc prenez soin de vous les amis, faites du sport, levez la tête, levez la tête. Limitez tous les produits de machin pour les soins, tout ça. Utilisez des trucs simples, faites du sport, prenez du soleil. Restez propre, vraiment. Exactement. Ouais, ça me fait penser à un truc, en fait, j'y pense là maintenant dans le coup marketing, il disait aussi, bon, faut faire attention, etc. Mais il mettait en avant toutes les dérives donc de Botox et tout ça, des choses comme ça, mais qu'on prenait moins en moins soin de notre corps. Et c'est marrant. Et je trouve ça c'est bizarre. Pas véridique. Parce que je trouve que de plus en plus, même les mecs mettent beaucoup de crème maintenant, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Soins du visage. Soins du visage, mais il y a aussi beaucoup plus de sport. Enfin, tu vois, il y a beaucoup plus de personnes qui se mettent à la marche à pied, à courir, faire des marathons. Je vois ce que tu veux dire. Malheureusement, je pense qu'il y a un effet de mode là-dessus. Oui. Le fait d'utiliser. Ah oui, il y a un effet de mode. Ouais, mais du coup, ça amplifie potentiellement l'effet qu'on a l'impression qu'il y a plus de monde, alors qu'en fait, non. Et même au-delà de ça, c'est pas forcément pour les bonnes raisons, parce que faire du sport, alors c'est bien, je blâme pas les gens qui font du sport, mais il y a une différence entre faire du sport pour avoir une bonne santé et faire du sport pour avoir un physique qui plaît aux autres. En fait, les objectifs sont pas forcément les mêmes. Dans les deux cas, c'est bien, mais il y en a où tu as une démarche où, de base, t'es pas forcément honnête avec toi-même. Oui, une démarche pas pérenne finalement. Pas pérenne, et surtout qui est pas basé sur les bons objectifs. Oui. L'objectif, c'est pas d'être en bonne santé. Bien et sûr, si tu veux plaire, il y a de plus en plus de trucs. J'avais vu un reportage la dernière fois sur la banalisation des drogues qui permettent de prendre davantage de muscles. Et genre maintenant, les mecs qui se piquent, c'est genre la routine. C'est normal. C'est jeune. Genre à 16 ans, t'as des mecs qui se piquent. Je trouve ça fou. T'as même des salles de sport où t'as les petites, comme des boîtes aux lettres où tu jettes ta seringue pour pas la laisser dans les chiottes. Ouais, parce qu'ils peuvent rien faire. J'ai vu une vidéo où ils comparaient les Monsieur Univers des années 70 avec les Monsieur Univers de nos jours. En fait, le Monsieur Univers de l'époque. Genre Schwarzenegger, quoi. Alors, même avant Schwarzenegger, c'est des mecs où tu te dis aujourd'hui, ils sont bien physiquement. Là, les Monsieur Univers de ces années, c'est des monstres. Mais des monstres. Ils sont 3 fois plus galbés. Les G.I. Joe que t'achetais ou les musclors que t'achetais à l'époque quand t'étais petit, là, en plastique, là, tout est plastique. C'est des trucs, il y a un monde, c'est impossible d'avoir ça naturellement. Ce niveau de performance-là, il est. Et puis de toute façon, t'es pas en bonne santé parce que t'es ultra musclé. Et t'as les gens qui s'injectent des trucs aussi pour maigrir. J'ai vu ça aussi, des espèces de coupes-fins bizarres. Ouais, il y a des alertes en ce moment du gouvernement et tout ça. Parce qu'il y a des gens qui achètent ce genre de trucs, même sur le Bon Coin et tout, des dingueries. Tu sais, c'est quoi le principe actif principal des coupes-fins que tu achètes? Genre, il y en a en France, tu peux pas les acheter, mais je crois que c'est aux États-Unis, des trucs comme ça. C'est les méthamphétamines. C'est un coupe-fin des méthamphétamines. Allez, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, prenez soin de vous. Voilà, faites du sport, mangez bien. Full prévention. Et puis, c'est ça, c'est la fin de full prévention. Et surtout, soyez bien avec vous-même. Faites pas des choses pour servir comment les autres vous perçoivent. Faites des trucs pour être bien, pour être en santé avec et être bien avec vous. C'est le plus important. Dixit, le mec avec un masque. Bon, le futur de la Switch est là, il est arrivé. Exactement. Écoute, il y a des petits brevets qui sortent et du coup, il y a certaines personnes qui se sont spécialisées un petit peu dans la traque au brevet pour essayer de déterminer le futur. Alors, on le rappelle, c'est pas parce qu'une marque pose un brevet que fatalement, c'est un truc qui va arriver. Oh là là, le brevet de l'iPhone pliable, il est là depuis, mais longtemps. Ouais. Longtemps. Ça arrive fort. En fait, il y a des des sociétés qui posent des brevets tout simplement parfois pour bloquer des concurrents sur certains concepts. Donc, à prendre avec des pincettes. Mais je trouve que celui-ci serait assez dans l'ADN de Nintendo. Ah, pardon. Dommage. Ils l'ont pas encore acheté. Exactement, de Nintendo. Et je trouve que l'idée est assez séduisante. En fait, cette fuite, en tout cas cette exposition à ce brevet-là, on le doit à Mike Odyssey, qui a posté sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu passer sur X, moi, complètement. C'est un brevet qui est un peu en deux temps, parce que apparemment, il aurait popé déjà le 14 août 2025. Et puis, il y a eu un peu d'exposition et puis il a redisparu. Et en fait, il y a une mise à jour de ce brevet-là qui date du 4 septembre, donc c'est assez récent. Et en fait, ça parle de quoi ? Ça parle tout simplement de potentiellement un accessoire. Donc, c'est comme ça qu'il est présenté, le brevet. En fait, c'est jamais marqué...
que les gens comprennent, hein, c'est pas marqué « Hey, on travaille sur un futur écran pour la Nintendo Switch 2 ». Voilà. Oui, c'est des schémas finalement. Oui, en gros, c'est des trucs un peu hypothétiques. Genre, c'est un accessoire qui fonctionnerait sur une console, mais on dit pas c'est quoi la console, et on explique un petit peu le fonctionnement. C'est vrai qu'ils en ont 15 000 Nintendo des consoles en plus, hein, c'est bien connu. Ouais, mais tu vois, par exemple, ça, pour faire un peu genre l'avocat du diable, ça pourrait être pour une console qui est pas encore sortie ou qui n'existe pas. Ou alors un écran que tu branches au dos de la GameCube pour pouvoir jouer partout. Exactement. J'ai envie d'avoir ça. Ça fait combien de temps qu'elle est sortie la GameCube? Ça fait genre... J'allais dire 2004. Pour moi, j'ai 2004 en tête. Ouais. En attendant que tu cherches la date, et ben, ce que je peux vous donner, c'est la référence quand même du brevet pour ceux que ça intéresse d'aller voir à quoi ça ressemble. Même si on mettra sans doute sur Insta la tête du brevet, je suis pas super sexy en termes de schéma à mettre sur Insta, mais c'est pas grave. C'est un dessin sur une serviette. Hein. C'est ça. D'ailleurs, un brevet, tu peux le déposer n'importe où. Fait au Critérium. Comme un chèque. Tu peux faire un chèque sur un truc de PQ si tu veux. Voilà, au Critérium ou au crayon de papier 2B. Donc la référence, c'est US 2025 02 76 23 8 A1. Ah non, ça c'est ta carte bleue, ça. Exactement, tout à fait. N'hésitez pas, servez-vous. Et en gros, c'est quoi? On en parle, c'est effectivement d'avoir un deuxième écran qui viendrait se plugger. Alors on a plusieurs choses. Ce serait soit un plug physique, entre guillemets, ou ça serait aussi une techno sans fil électromagnétique apparemment, un peu propriétaire pour justement éviter tout ce qui est parasite, mais apparemment aussi on parle aussi de potentiellement de Wi-Fi, de Bluetooth. En gros, je pense qu'il couvre le spectre des possibilités, encore une fois, pour soit bloquer des gens qui potentiellement auront envie de faire la même chose, soit potentiellement pour eux se garder une marge pour explorer toutes les possibilités du sujet. Et ça serait quoi en fait dans le fantasme potentiellement des personnes qui ont vu passer ce brevet? C'est ni plus ni moins qu'un revival entre guillemets de la Nintendo DS ou 3DS sur la Switch 2 potentiellement. C'est un peu comme ça que les gens l'imaginent. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas là. On parle beaucoup de Nintendo DS, mais potentiellement, ça peut être aussi un élément qui viendrait s'ajouter pour étendre un peu l'expérience de la Switch 2. Je te donne un exemple. D'après ce que j'ai vu, tu pourrais le clipser des deux côtés, c'est-à-dire soit fermer, si je comprends bien, la Switch 2, soit carrément tourner l'écran et le plugger dans l'autre sens. Et genre, tu pourrais faire un espèce de format tente où tu as deux écrans. Tu as deux écrans. Et ça voudrait dire que tu pourrais potentiellement avoir deux joueurs qui puissent jouer à un jeu en multi en local avec, j'imagine, des Joy-Con, chacun ses Joy-Con, et puis tu as les écrans en face de l'un et de l'autre. Donc, je trouve que pas bête pour le train. Oh, le prix de la bataille navale, t'imagines? Grave. Entre la Switch 2, le deuxième écran, les Joy-Con, l'abonnement. Non, c'est trop. Les Joy-Con, tu peux avoir deux manettes avec celle que en admettons les manettes. Mais ça me fait penser à ce que ils avaient sorti à l'époque sur la Game Boy SP, où justement tu pluguais une sorte de coque avec soit tu mettais, alors sur la Game Boy Advance, tu avais le miroir avec la luminosité. Oui. La loupe, non, c'était la loupe. Ouais, c'est la loupe avec la luminosité, parce que t'avais pas d'écran rétroéclairé. Est-ce que t'avais sur la Game Boy SP où tu pouvais appuyer sur le bouton pour switcher de l'un à l'autre? Moi, on a pris ta Switch 2 parce que j'étais curieux, parce que j'ai pas de Switch 2 à la maison. Et en fait, pour l'instant, si on devait, nous, hypothétiquement, spéculer sur l'arrivée de cet accessoire, en vrai, on est d'accord que si ça se ferait en connexion, on va dire, physique, je vois le port USB, filaire, mais en tout cas, je verrais ça par le port USB-C parce que je vois pas forcément de ports qu'on n'aurait pas vu encore. Ça semble le plus logique pour transmettre les informations plus rapidement. T'en as deux. Alors, j'ai pas regardé les specs, mais je sais pas si les deux peuvent véhiculer du signal vidéo. Je sais pas si t'as deux DisplayPort sur. Je sais que sur le bas, c'est sûr. Question, vu que tu le docks. Je pense que sur le haut aussi, il me semble que c'est les mêmes, à la fois pour la charge et pour le signal vidéo, mais je pense, quoi qu'il en soit, moi, si je me matérialise le produit, il faut quand même. Ça va porter un certain poids. Peut-être même qu'ils vont mettre une batterie dedans à la limite pour pas affecter l'autonomie, parce que l'autonomie est prévue à la base pour un écran avec une certaine résolution. Donc, si tu rajoutes un deuxième écran et que tu doubles le nombre de pixels à afficher, forcément que ça va tirer sur ta batterie parce que ça va tirer plus sur ton processeur, ton GPU. Après, on va pas se mentir, là, tu vois, parce que je t'ai dit, encore une fois, moi, j'ai pas de Switch 2 à la maison, mais c'est vrai que maintenant, quand tu l'as dans les mains et tout, tu te dis si tu dois rajouter, alors si je comprends bien le brevet, un second écran qui va te permettre de fermer comme un clapet d'un côté ou de l'autre sur la Switch, l'épaisseur, elle va être waouh. Je viens de voir le poids. L'épaisseur, le poids, le côté déséquilibre aussi est fou. Après,
en vrai de vrai, niveau poids et niveau épaisseur, on est quand même loin des consoles de main type Asus ROG, Steam Deck, etc. Elle est encore 2 fois plus fine, là, très largement. Donc avec ça, tu arriverais à peu près sur le taille, peut-être pas sur le poids sera peut-être un peu plus lourd, mais sur la taille, sur l'épaisseur en tout cas des consoles handheld que tu vois maintenant sur la partie plutôt PC. Mais du coup, de l'avoir entre les mains, là, ça quand même permet de me relativiser. Alors déjà, en fait, c'est vrai que si tu enlèves les Joy-Con, bon, déjà, tu t'enlèves un peu de largeur, mais ça me permet de relativiser, à me dire, est-ce que, et c'est là aussi que je veux mettre le focus, c'est-à-dire que là, tous les signaux sont braqués en se disant, c'est forcément un truc pour la Switch 2. Ça se trouve, ils ont peut-être une nouvelle console sous le coude, très orienté, tu vois, un peu comme Xbox a fait une version totalement digitale et comme PlayStation aussi a fait une version digitale. Imagine-toi une nouvelle console plus petite, tu vois, en termes de form factor et qui serait uniquement orientée sur refaire revivre toutes les anciennes consoles, puisqu'on sait qu'ils ont un store maintenant sur le Nintendo Store, tu peux rejouer à tous tes jeux. Genre une console émulateur. Ouais, genre c'est ça, exactement, console émulateur qui ne ferait pas tourner potentiellement, tu vois, les jeux Switch dessus, mais ça sera à destination des personnes qui veulent une console moins chère, tu vois. On pourrait imaginer un truc à un prix d'appel assez fou. Et en fait, l'objectif, c'est de dire tout se joue à travers du digital, pas de cartouche, rien. Et on aurait la possibilité de retrouver du gameplay en multi avec toutes les anciennes consoles, GameCube, tout ça. Ce serait stylé, mais ça ferait beaucoup de taf pour les développeurs. En fait, moi, c'est surtout ça, c'est l'adoption des développeurs vis-à-vis de ce genre de techno. Parce que mais si c'est une full Nintendo, c'est ça. C'est ça ce que j'allais dire. Mais c'est quand même de l'investissement. C'est-à-dire que pour vendre un produit pas trop cher, surtout qui se referont potentiellement pas autant d'argent sur des jeux qui sont déjà sortis, vu que c'est des vieux jeux, ce sera moins d'efforts à mettre au niveau du développement. C'est ça. Pour moi, en fait, j'imaginais vraiment une console qui n'est pas à destination, qui n'est pas vouée à avoir des nouveaux jeux sortir, mais qui reprendrait l'ensemble du catalogue, sachant que le jeu en multi, c'est déjà fait. En fait, tout le software est déjà fait. Il manque plus qu'à refaire ce nouvel hardware qui va émuler, comme tu le dis si bien, une console émulateur. Parce qu'il y a un vrai marché sur les consoles chinoises et tout ça. Là, il y a beaucoup de petites consoles qui sortent à pas cher, à 60 balles, j'ai vu, et qui cartonnent de fou et qui injectent plein d'émulateurs avec plein de jeux dedans. Et puis maintenant, il y a l'application justement Nintendo avec les émulateurs intégrés, GameCube, Nintendo 64, etc. En tout cas, ça a l'air d'être un bon concept à voir si ça fonctionne. Je pense plus effectivement sur la nouvelle console plutôt qu'un accessoire sur la Switch. Oui, en tout cas, très clairement, quand je vois maintenant ta Switch 2 que j'ai entre les mains, honnêtement, le concept avec le fait de se clipser et tout, c'est pas le temps de mettre un second écran et pour à la limite même le form factor, le poids, etc. Il y a des gens qui seraient capables d'accepter ces contraintes-là si genre la promesse elle est trop belle. Par contre, c'est vrai que là, quand je regarde ta Switch, je me dis que j'ai du mal à voir comment, tu sais, si c'était pas prévu un peu à l'avance, je me serais imaginé qu'il y avait potentiellement des petits ports secrets qu'on n'aurait pas vu identifier sur la console ou qu'on aurait identifié mais qu'on sait qu'ils marcheraient plus tard. Là, pour le coup, j'ai plus envie de me dire, attention, vous faites pas trop de fantasmes sur la Switch 2 et dites-vous que c'est peut-être aussi pour accueillir une nouvelle console avec ce marché qui est pas inintéressant, celui des émulateurs et de la nostalgie. Et puis les accessoires Nintendo éclatés sur les dernières générations, il y en a quand même pas mal. Rappelez-vous qu'ils ont quand même vendu du carton en tant que Nintendo Lab, je crois que ça s'appelle. Je l'avais acheté. Et là, tu l'avais acheté Bien sûr, premier degré pour tester. Je crois que j'en avais même fait une vidéo sur la chaîne. C'est vrai, je crois qu'il y avait genre un jeu qui était qui fonctionnait là-dessus. Ça pue la merde. Et je crois que d'ailleurs même la nouvelle caméra de la Switch 2, c'est pas fameux non plus de ouf. Non. Petite information, jusqu'à présent, ils utilisaient au Louvre la 3DS pour les audio guides. Okay. Et ils viennent d'arrêter. Là, ça faisait plus de 10 ans qu'ils l'utilisaient et là ils viennent de l'arrêter. D'accord. Voilà, information numéro 1. Information numéro 2, la GameCube était sortie en 2001. Eh bien écoutez, voilà pour les actus de la semaine, mais vous inquiétez pas, on revient très vite parce qu'on a pris du recul pour décrypter les grandes tendances de la rentrée 2025, du luxe qui s'invite dans la maison connectée, aux PC qui réinventent leur format en passant par des concepts futuristes comme l'esthétique Y3K, l'antigravité ou encore les serveurs IA qu'on héberge chez soi. Entre design, innovation radicale ou projet fou, on va explorer ce qui pourrait vraiment changer notre quotidien. Merci les osios et à jeudi dans Bubble. Salut.